Qu'est-ce qu'un emballage alimentaire? Quels impacts provoque-t-il et quelles sont les solutions? À la fois sur terre et en mer, l'exacte définition de l'emballage alimentaire est complexe à déterminer compte tenu des différentes fonctions qui lui sont accordées et des différents besoins qui nous amènent à le mobiliser. Suite à ces nombreux questionnements, cette vidéo vous propose quelques clés de compréhension afin de saisir l'enjeu environnemental auquel il est confronté. Les fonctions principales de l'emballage alimentaire sont de transporter le produit d'un point A à un point B sans l'endommager, de protéger les produits alimentaires contre les influences et les dommages extérieurs, de conserver les aliments et d'informer le consommateur sur les ingrédients et la valeur nutritive du produit. L'emballage peut également avoir une valeur marketing. La traçabilité et la commodité sont des fonctions secondaires d'importance croissante. L'objectif de l'emballage alimentaire est de contenir les aliments d'une manière rentable, qui répond aux exigences de l'industrie et aux désirs des consommateurs, qui maintient la sécurité alimentaire et minimise l'impact environnemental. L'emballage permet la protection et la conservation du produit car il peut retarder sa détérioration, conserver les effets bénéfiques de la transformation, prolonger la durée de conservation et maintenir ou augmenter la qualité et la sécurité des aliments. L'emballage offre une protection contre 3 grandes classes d'influences extérieures: chimique, biologique et physique. La protection chimique minimise les changements de composition déclenchés par les influences environnementales telles que l'exposition au gaz, généralement l'oxygène, l'humidité par gain ou perte de cette dernière, ou la lumière, visible, infrarouge ou ultraviolet. La protection biologique fournit une barrière contre les micro-organismes, les insectes, les rongeurs et les autres animaux, empêchant ainsi les maladies et la détérioration du produit. La protection physique, quant à elle, protège les aliments contre les dommages mécaniques. Elle va permettre d'amortir les chocs et les vibrations rencontrées lors de la distribution du produit. L'emballage alimentaire a aussi un rôle commercial et informateur. Il est le visage d'un produit et est souvent la seule exposition au produit que les consommateurs connaissent avant l'achat. L'emballage peut être conçu pour améliorer l'image du produit ou pour différencier le produit de la concurrence. Il contient aussi des informations importantes sur le produit telles que les instructions de cuisson, l'identification de la marque ou bien encore le prix. La traçabilité, c'est la capacité de suivre le mouvement d'un aliment à travers une ou plusieurs étapes spécifiques de production, de transformation et de distribution. Les entreprises de fabrication de produits alimentaires intègrent des codes uniques, comme des codes barres, sur les étiquettes des emballages de leurs produits. Cela leur permet de les suivre tout au long du processus de distribution. Elles distinguent 2 objectifs: améliorer la gestion de l'offre et faciliter la traçabilité à des fins de sécurité et de qualité des aliments. L'emballage alimentaire doit également être pratique et commode. Il doit être facile d'usage, facile d'accès et facile à éliminer. De plus, il doit parfois laisser entrevoir le produit, être refermable ou encore être micro-ondable. L'emballage joue donc un rôle essentiel en minimisant l'effort nécessaire pour préparer et servir les aliments. Cela commence dès leur création. Chaque emballage nécessite énormément de ressources comme l'énergie, l'eau, les produits chimiques, le pétrole, les minéraux ou encore le bois. Sa fabrication génère souvent des émissions atmosphériques, notamment des gaz à effet de serre, des métaux lourds et des particules, ainsi que des eaux usées et des boues contenant des contaminants toxiques. Malheureusement, la plupart des emballages alimentaires sont conçus pour un usage unique et sont généralement jetés plutôt que réutilisés ou recyclés après utilisation. Prenons un exemple, la fabrication du verre. La matière première est fondue en chauffant des combustibles fossiles comme le gaz de pétrole liquéfié, les fuels ou encore le gaz naturel. Cependant, cette phase de fusion du verre rejette des émissions atmosphériques telles que les gaz à effet de serre, les oxydes de soufre et les oxydes d'azote. D'après l'étude d'impact environnemental Fabrication du verre réalisée par l'Institut du verre en février 2009, pour un four alimenté par 50% de fuel lourd et 50% de gaz naturel, l'étape de fusion du verre représente 430 kg de CO2, ce qui équivaut à un trajet en voiture de 2228 km. La production d'aluminium, quant à elle, s'obtient par l'extraction d'une roche blanche de bauxite qui est fondue en alumine. Ce procédé énergivore consomme beaucoup d'eau, d'électricité et crée une boue toxique, caustique et pouvant contenir des éléments radioactifs ou des métaux lourds, rendant sa gestion compliquée. Ainsi, durant l'année 2012, la quantité de résidus produits est estimée à 130 millions de tonnes dans le monde. L'industrie du papier et du carton utilise du bois transformé en pâte par des procédés mécaniques ou chimiques.
Il utilise également des fibres végétales comme le coton, le lin et le chanvre, ainsi que des herbes comme la paille, le blé et le kénaf, une plante à fibres africaines. Pourtant, lors de la production de papier et de carton, des matières toxiques sont libérées dans l'eau, l'air et le sol par les agents de blanchiment à base de chlore. Selon Énergie et Environnement, pour la production de plastique, la principale source de matière première est le gaz naturel. Il existe 7 types de polymères plastiques, le polypropylène, le polystyrène, le chlorure de polyvinyle, le polyéthylène terephthalate et le polyéthylène, tous dérivés de combustibles fossiles et utilisés dans les emballages alimentaires. La fabrication de plastique est responsable d'une grande quantité de pollution aquatique et des sols. Selon l'UICN, pollution plastique marine, c'est au moins 14 millions de tonnes de plastique qui finissent dans l'océan chaque année. Et le plastique représente 80% de tous les débris marins trouvés, allant des eaux de surface aux sédiments des grands fonds marins. Il y a tellement de plastique accumulé dans les écosystèmes terrestres et aquatiques que certains scientifiques considèrent l'accumulation de plastique comme un indicateur géologique clé de notre période géologique actuelle, l'Anthropocène. Tout le plastique flottant autour des océans est incroyablement nocif pour les animaux. Selon le ministère de la Transition écologique, 94% des estomacs d'oiseaux de mer du Nord contiennent du plastique et 86% des tortues marines les ingèrent en les confondant avec du zooplancton. Pour respecter l'éco-conception d'un emballage, il faut penser à la préservation de l'environnement. Tout d'abord, qu'est-ce que l'éco-conception ? C'est tout simplement penser et concevoir les emballages d'une façon plus respectueuse de l'environnement. Cela commence par la mise en place de réglementations. La prise de conscience environnementale concernant les emballages alimentaires et plus particulièrement le plastique est aujourd'hui très répandue, que ce soit chez les consommateurs ou les professionnels. Mais pour que le changement se fasse à grande échelle, la mise en place de directives et de réglementations est nécessaire afin que les entreprises soient dans l'obligation de repenser la fabrication de leurs emballages. Voici donc quelques exemples de réglementations qui ont été mises en place à l'échelle nationale ou européenne. Tout d'abord les REP, responsabilité élargie aux producteurs. Cette réglementation oblige les metteurs en marché à payer une éco-contribution à un organisme collecteur, comme Citeo, qui va collecter cet argent afin de le distribuer aux centres de tri et permettre leur amélioration et leur modernisation. On compte aujourd'hui en France près de 800 millions d'euros qui ont été récoltés. On remarque aussi la mise en place de pictogrammes sur les emballages alimentaires, comme celui du Triman. Si vous deviez retenir un pictogramme, c'est bien celui-ci puisqu'il signifie que le produit est récupérable et recyclable. Il est maintenant apposé obligatoirement sur tous les emballages et produits recyclables, donc pensez bien à regarder vos emballages. Enfin, il y a en France ce qu'on appelle la loi AGEC, la loi anti-gaspillage et économie circulaire. Ce décret fixe des objectifs de réduction, réemploi et recyclage qu'on appelle le décret des 3 R pour la période 2021 à 2025. Elle vise à la fin de la mise sur le marché d'emballages plastiques à usage unique d'ici 2040. Un autre point essentiel dans la conception d'un emballage est l'analyse de son cycle de vie. Tout emballage a ses pour et ses contre, il peut être recyclé et recyclable, mais demander beaucoup d'énergie pour sa fabrication par exemple. L'analyse du cycle de vie va donc permettre de déterminer quels sont les produits qui sont meilleurs pour l'environnement en prenant en compte chaque étape de leur cycle de vie. C'est un outil idéal pour chiffrer l'impact environnemental des produits. Suivons donc le cycle de vie type d'un emballage en prenant pour exemple la fabrication d'un flacon. Cela commence par l'extraction de la matière première utilisée pour la fabrication de l'emballage, ici du pétrole. Il y a ensuite production de matières premières vierges, comme une feuille en plastique. Vient ensuite la transformation qui consiste à faire de la matière première vierge un flacon. Il y a ensuite la production de biens de consommation, c'est-à-dire remplissage du flacon avec le produit consommé. Vient ensuite la distribution du produit en grande surface. Après consommation, l'emballage devient un déchet et atterrit dans les poubelles. Il sera donc collecté, sera transporté en centre de tri où il sera recyclé et régénéré. Et enfin, on retourne à la transformation. On a ici le cycle de vie d'un emballage. En ce qui concerne le tri et la collecte des déchets après consommation, en France, il existe depuis 2012 ce que l'on appelle l'extension des consignes de tri. Elles sont mises en place dans certaines communes et simplifient le tri. En effet, il n'y a plus de questions à se poser. Dans les communes où cette simplification s'applique, tous les emballages sont à mettre à la poubelle de tri, quelle que soit leur matière, sauf le verre, y compris les emballages en plastique qui n'étaient pas ou peu recyclés jusqu'alors, comme les pots, les barquettes ou encore les sachets.
Elle permet donc de lever les doutes du consommateur au moment du tri des déchets et ainsi augmenter le recyclage de tous les emballages en systématisant le geste du tri. Pour vérifier si vous êtes concerné par ces consignes, c'est très simple. Il suffit de télécharger l'application Guide du tri et de chercher votre ville. L'application vous indiquera alors comment se fait le tri de vos déchets dans la ville où vous vous trouvez. Vous pouvez également vous rendre sur leur site internet. Selon Citeo, toute la France devrait être concernée d'ici fin 2022, le temps que les centres de tri s'équipent. Nous avons vu qu'en France, c'est 5 millions de tonnes d'emballages par an qui atterrissent dans nos poubelles. On peut donc se demander quelle est la proportion de ces déchets qui finit recyclés. Certains matériaux sont plus recyclés que d'autres. En France, c'est l'acier qui l'emporte avec un taux de recyclage de 100%. Le verre est également très recyclé. En revanche, ce n'est pas le cas du plastique. Bien que les bouteilles et les flacons voient leur taux de recyclage augmenter, les autres emballages plastiques, principalement les barquettes, n'ont qu'un très faible taux de recyclage. Mais le secteur du tri et du recyclage reste un secteur qui évolue. Si on effectue la comparaison depuis 2010, on remarque qu'il y a eu une réelle progression. Mais qu'en est-il des biomatériaux ? Les emballages biodégradables ou compostables sont-ils vraiment une solution ? Pour qu'un emballage soit dit biodégradable, il doit répondre à une norme. Pour faire simple, au bout de 3 mois, 90% de l'emballage doit être décomposé et 3 mois après, 90% de la totalité de l'emballage doit être devenu de la biomasse. Mais depuis peu, il est interdit d'écrire sur les emballages qu'ils sont biodégradables pour éviter toute confusion et ne pas inciter les consommateurs à les jeter dans la nature. Enfin, nous ne pouvons pas parler des solutions sans mentionner le vrac. Le vrac est une solution qui peut paraître radicale, mais en termes de réduction de déchets, c'est sûrement l'une des meilleures. Mais un tel changement demande des efforts. En effet, comme le montre une étude de YouGov datant de décembre 2021, les produits achetés sont principalement des produits secs. Il faut donc repenser son alimentation. De plus, il faut préparer ses courses, les quantités que l'on souhaite acheter et les récipients dans lesquels on va les transporter. Car oui, acheter en vrac, c'est plus pertinent si on utilise ses propres contenants. Acheter en vrac demande donc une véritable organisation. Les contenants utilisés peuvent d'ailleurs être en plastique puisqu'ils sont réutilisés après. C'est plus pratique pour le transport et la conservation, plus léger et ça prend moins de place. Cependant, le vrac qui voyait ses adhérents augmenter ces dernières années connaît aujourd'hui une chute depuis la pandémie de la Covid-19. Les consommateurs se soucient de l'hygiène des produits non emballés et ont donc moins tendance à se diriger vers un mode d'achat à libre service. Selon l'étude de YouGov, l'hygiène est l'une des principales raisons pour lesquelles les Français n'achètent pas en vrac. Nous allons maintenant pouvoir faire une comparaison avec un autre pays, le Togo. Nous avons interviewé un expert du sujet, M. Ametepe Noussia. Il est entrepreneur, concepteur et réalisateur d'emballages écologiques au sein de l'unité de production Civic Bag. Nous l'avons interrogé sur les habitudes de consommation au Togo, notamment sur la place du vrac dans leur société. C'est très ancré dans les provinces, quoi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du pays, par exemple là où je me trouve là, la plupart des gens achètent en vrac. C'est seulement dans les villes, dans les grandes villes, que vous allez voir des gens achètent des trucs déjà emballés, déjà ficelés sur mesure. Mais dans les villages, à l'intérieur, c'est le vrac. C'est le vrac. Les gens achètent du vrac. Sauf que là, hier, il y avait des habitudes. Les gens amenaient leur panier au village. Moi, j'ai fait le village. J'ai grandi au village avant de venir à Halloween. On allait au marché avec nos paniers. On nous servait des produits dans les feuilles d'arbres. Il n'y avait pas du plastique. Mais aujourd'hui, vous allez voir, même les villageois, ils se lèvent les mains vides. Il va chez le vendeur. Le vendeur doit prendre un sachet avant de lui mettre ces trucs en vrac dedans, quoi. Or que eux, ils ont encore les paniers, ils ont encore les calebasses sous forme de bassines là qu'on peut utiliser. Mais la modernité agit aussi sur eux, puisque aujourd'hui au Togo, le plastique, ça se donne pratiquement gratuitement. Hein. On dirait que c'est la chose la mieux partagée, c'est-à-dire qu'on donne ça à tout le monde. On peut même te servir vin en même temps. Voilà, l'essentiel, il veut s'en débarrasser. Et l'instant d'après, ça se retrouve dans la nature. Tu vois? Donc, il y a le vrac, mais les mauvaises habitudes ont en train de hanter. Les gens, ils continuent de se servir du plastique, quoi. Ainsi, les emballages que nous utilisons quotidiennement sont pour la plupart à usage unique et ne sont pour partie non recyclés. Ils représentent par conséquent un enjeu environnemental important et c'est pour cette raison qu'il est nécessaire de réduire ces déchets dans l'optique de préserver notre environnement et de retarder sa dégradation.
On dit souvent que le meilleur déchet est celui qui n'existe pas, mais à défaut de ne pas pouvoir ou vouloir passer à un mode de vie zéro déchet, nous pouvons réduire leur quantité et aider à un meilleur traitement des déchets. Il faudrait en fait, pour que ce système fonctionne correctement, que les compagnies changent leur politique d'emballage. Certaines le font déjà et sont sur la voie du progrès, puisqu'on peut voir l'abandon du plastique par exemple, au profit du carton qui fait suite à des lois sur les emballages. En attendant, il est aussi de notre possibilité d'agir et d'accélérer ce processus en changeant notre consommation. Ce changement doit se faire à une plus grande échelle, c'est un ajout d'action politique et sociétale qui peut permettre à ces changements d'arriver. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Elle vous a été présentée par 3 étudiants de la Mineure Environnement de Sorbonne Université.